Donc finalement, dans votre livre, une fois que vous avez fait toute cette analyse et que vous venez de refaire ici de façon très intéressante, de la société oligarchique, donc occidentale, vous en appelez une rupture démocratique. Et la question que je vous pose, c'est comment comptez-vous construire cette société? Par quel biais? Comment comptez-vous construire cette société où la télévision, vous l'avez dit, elle est omniprésente, elle est abrutissante, la quasi-totalité des médias sont contrôlés par l'oligarchie, enfin, les conditions structurelles d'un débat d'idées, d'une émergence citoyenne et démocratique sont annihilées et sont de plus en plus faibles, je dirais. Comment vous comptez concrètement construire cette société Alors d'abord, il n'est pas évident qu'on arrive à revenir à la démocratie. Donc je pense que nous sommes devant une alternative et soit le peuple, la société réussit à reprendre la maîtrise de son destin en revenant à la démocratie, on va y revenir, c'est une option, oui. Mais soit elle n'y parvient pas. Et c'est une option qui, dans mon esprit, est tout à fait aussi réaliste et crédible. C'est-à-dire que face à la crise écologique qui va s'aggraver de manière claire, face à la montée des tensions sociales, il peut y avoir la poursuite de la tendance autoritaire du capitalisme à l'heure actuelle, c'est-à-dire la dérive d'un régime oligarchique vers des formes de plus en plus autoritaires, de plus en plus répressives, et qui serait ou pas vers une dictature, je ne sais pas comment on qualifierait ça, mais voilà. Et ça, c'est aussi une option. C'est que face à la difficulté des temps qui va s'aggraver, oui. Le capitalisme, ses élites, l'oligarchie fassent le choix, c'est ce que d'ailleurs le choix qui est fait par une partie d'entre elles, fassent le choix d'aller en maintenant son privilège, son pouvoir, ce système de domination, aille vers des formes de plus en plus répressives, de plus en plus policières, en excitant au passage les sentiments xénophobes d'une foule en s'appuyant plus ou moins nettement sur ce qu'on appelle l'extrême droite, etc. Mais l'autre option, c'est effectivement, et ces chances sont heureusement égales, c'est de face aux défis qui se présentent devant nous, et une fois de plus, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, où la question écologique est absolument centrale, eh bien, qu'on revienne à plus de démocratie. Alors, moi, les moyens, je les connais pas, j'ai pas en dit le son comment revenir à la démocratie, parce que c'est la société qui va le trouver, et qui est en train de le trouver. Mais je dirais, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est quand l'image du monde devient claire, il y a des moyens d'action possibles. Et par exemple, depuis une dizaine d'années, la prise de conscience de la crise écologique s'est faite quand même très largement. Oui. Dans notre pays et sans doute en Europe. Et ça change la donne. Depuis quelques années, c'est plus récent, la prise de conscience de l'inégalité très importante dans laquelle nous sommes rendus, s'est faite aussi. C'est quelque chose dont on n'avait pas conscience il y a 10 ans, c'est maintenant quelque chose qui est à l'esprit de tout le monde et qui anime les choses. Le fait, j'espère que l'on dise noir sur blanc que la démocratie est très malade et que nous pourrions être dans un régime oligarchique si on n'y est pas déjà, peut aussi donner des forces pour savoir comment interpeller le système et le mettre en condition. Après, en situation plus exactement de changement. Après, il y a heureusement des choses qui bougent. Soit de manière tout à fait disséminée et encore fragmentée, mais dans tous les coins de France et d'ailleurs d'autres pays du monde. Et ça n'est pas parce que les médias n'en rendent pas compte, parce que les médias ne veulent pas montrer la société qui bouge et les alternatives qui se font, mais cette société bouge énormément. Bien sûr. Et le fait même qu'on soit en train de discuter par le média, par le site internet qui va permettre d'échapper à voilà, là on n'est pas sur TF1, on est sur le scandaleux ou sur un site internet qui permet de faire bouger les choses. Et il y a heureusement 1000 endroits où on cherche à se réapproprier l'information pour faire une information libre. Et puis il y a aussi des mouvements plus forts qui commencent à se constituer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un esprit de solidarité qui est en train de renaître, que je crois qu'on est tous en train de comprendre que si on est chacun dans notre coin, on n'y arrivera pas. Il faut trouver les moyens de surmonter un certain nombre de divergences pour travailler ensemble et aller dans le même sens. Et là, ce qui s'est passé à l'automne 2010 en France, dans cette bagarre tenace et difficile contre la réforme des retraites, et ça allait évidemment bien au-delà de la réforme des retraites, à mon avis, est extrêmement positif. Ça montre qu'il y a un ressort démocratique et un ressort de protestation qui est encore fort dans ce pays et sans doute ailleurs.
D'accord. Parce que, en fait, vous donnez une forme de réponse dans votre livre au sens où il y a, dans le demi-siècle à venir, une nécessité écologique. Il y a un défi, un obstacle qui va concerner chaque personne sur cette planète et qui constitue l'obstacle principal de la société humaine dans ces 50 prochaines années. Et de fait, vous en déduisez que ce système politico-médiatico-économique se doit de se reformer, et de toute façon, pour survivre, il ne va pas falloir faire enfin, il va forcément falloir passer par cette réforme sociétale. Si on veut échapper à l'aggravation de la crise, c'est très largement souhaitable. La crise écologique, qui s'exprime par le changement climatique, mais aussi par la crise de la biodiversité, mais aussi par une pollution généralisée des écosystèmes, elle nous dit que le monde ne peut pas continuer comme auparavant. Et notamment le modèle économique, et notamment cette idée que une économie doit toujours être en expansion, doit toujours être en croissance. Voilà, ça, ce modèle, c'est plus un modèle, mais en tout cas ce mode de fonctionnement, en tout cas pour les pays occidentaux, ne peut plus fonctionner. Donc nous devons apprendre collectivement à mieux gérer les ressources biosphériques, et mieux gérer les ressources biosphériques, très concrètement, ça veut dire réduire notre impact sur la biosphère, et réduire notre impact sur la biosphère, ça signifie baisser la consommation matérielle et baisser la consommation d'énergie. Donc, voilà, c'est dans cette logique que les pays occidentaux, et je parle bien des pays occidentaux parce qu'il y a aussi un enjeu de laisser en revanche un espace écologique aux pays du Sud, à l'Afrique, à l'Amérique latine, à l'Asie, qui ont, il faut quand même le rappeler, par individu, même si au sein de ces sociétés il y a des phénomènes d'oligarchisation et d'inégalité extrêmement forts, par individu, c'est des niveaux de vie beaucoup plus faibles que ceux que nous connaissons en France ou aux États-Unis. Et donc, en gros, comme il y a cet espace écologique à partager dans les 2 à 3 décennies à venir, eh bien, on doit être dans une logique qui doit être politiquement assumée, de réduction de la consommation matérielle dans les pays occidentaux. Et cette réduction de la consommation matérielle, d'une part, il s'agit, c'est pas seulement de la restriction, c'est en fait d'orienter l'activité économique dans un sens plus avec un impact écologique beaucoup plus faible, mais sans doute plus satisfaisant sur le plan social et avec des possibilités de création d'emplois très importantes. Donc investir beaucoup plus, moins dans le matériel et plus dans l'éducation, dans la santé, dans la culture, dans voilà ce genre de domaine. Et ça ne pourra se faire que si on réduit les inégalités de manière très forte. Parce que on peut pas aller collectivement dans cette direction, qui est quand même un bouleversement très important du mode de vie auquel on s'est habitué, si on a le sentiment qu'il y a toujours une partie des gens au sommet qui vivent toujours de manière tout à fait dispendieuse et dans un gaspillage insensé. Donc il y a un enjeu de réduction de l'inégalité qui est très important pour nous permettre de faire cette transformation économique dans les pays occidentaux. Il y a aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, un enjeu de récupération de la richesse pour la remettre au service de cette transformation économique. Mais ce qui est aussi important de voir, c'est qu'il y a un rapport très fort entre la démocratie et l'inégalité. C'est-à-dire que la démocratie considère presque dans son principe que tous les individus, tous les citoyens ont un droit égal à la décision collective. Et donc doivent participer à la délibération, doivent écouter, doivent réfléchir, mais on estime, la démocratie se fonde sur le principe qu'il y a une sorte de savoir politique qui se retrouve chez chacun. Mais ça suppose que la délibération puisse se faire, donc l'information, la délibération au sens large, aussi l'information, l'éducation, l'instruction, etc., eh bien elle puisse se faire de manière non biaisée. C'est-à-dire qu'aucune force ne puisse, par sa richesse notamment, influer trop fortement sur la formation de la décision collective. Et donc, même si la démocratie admet une certaine différence de revenus, c'était très clair chez les Grecs, ça les choquait pas qu'il y ait des gens plus riches et des gens plus pauvres. En revanche, elle doit être contenue dans de certaines bornes qui restent à définir, mais qui sont certainement beaucoup moins éloignées que la situation actuelle. Et puis aussi un certain nombre de dispositifs qui organisent cette démocratie. Et cette organisation de démocratie, parce qu'il y a aussi sûrement, vous le disiez, ça suppose qu'il y a un savoir politique, qu'il y a
une éducation à la citoyenneté et une formation de la citoyenneté qui doit être faite. Et on peut estimer aujourd'hui que l'éducation, la culture ne remplissent plus leur rôle et ne forment plus des citoyens en quelque sorte. Ou alors que, et de manière très cynique, ou peut-être de manière inconsciente, laissons-leur le crédit. En tout cas, l'oligarchie a fait le choix, parce qu'il y a une éducation qui se fait. L'éducation politique, elle se fait par cette télévision à 3 heures par jour. Ouais. Et quand on choisit de mettre Secret Story ou ce genre d'émission plutôt que, je ne sais pas, mais d'autres choses qui en appelleraient plus à l'intelligence, à la richesse et à d'autres qualités humaines, c'est un choix tout à fait délibéré. Donc d'orienter ou de laisser dériver les moyens de communication, les moyens de représentation publique dans un certain sens, est un choix à contrario d'éducation politique particulière. Donc oui, il y a clairement un problème, et la démocratie doit tout à fait accepter l'idée que, bah oui, on éduque le citoyen. On l'éduque par l'école, on l'éduque par la culture, on l'éduque aussi par des choix de telle ou telle télévision ou de tel ou tel média, ou j'allais même dire par telle ou telle parole. Par exemple, c'est tout à fait étonnant la vulgarité profonde de l'actuel président de la République en France. Oui. Et le fait même qu'il n'ait pas le respect de la parole, et j'allais dire du beau langage au sens du langage précis et d'un langage qui s'adresse à l'intelligence et qui respecte finalement les gens, mais qui choisit délibérément un niveau de langage de la vulgarité, ça revient à dire que il faudrait que tout le monde soit à ce niveau de vulgarité. Voilà, ça passe par toutes sortes de choses. Mais effectivement, on doit reposer, et là, vous le sentez bien, pas réponse à tout, mais on doit reposer de manière très claire comment est-ce qu'on s'instruit collectivement? Comment est-ce qu'on fait une éducation politique? Comment est-ce que on redéfinit des valeurs culturelles qui, après tout, doivent être partagées? Parce que les valeurs culturelles, alors les capitalistes vous diraient « Ah, mais vous voulez un État qui décide de tout et qui... » Or, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes? Bien sûr. Quand ils balancent je ne sais combien de messages publicitaires auxquels on ne peut pas échapper soir et matin, qu'est-ce qu'ils balancent dans la tête des gamins quand ils font des chaînes de télévision avec qui visent des bébés de 2 ans? Qu'est-ce qu'ils font quand ils refusent une mesure qui est mise en œuvre, je crois, au Québec ou en Suède, et qui est de bon sens, qui est d'interdire la publicité pour les enfants? Ils sont dans le même genre de manipulation, de conditionnement, enfin justement dans un genre très particulier de conditionnement de l'esprit collectif et des normes culturelles. Moi je crois qu'il faut l'assumer effectivement et dire, en tant que démocrate, on doit définir collectivement quelles sont les valeurs sur lesquelles on se met d'accord et quels sont les instruments par lesquels on va les transmettre. Ça ne sera pas un discours exclusif, mais c'est un discours et une représentation qui doit être là dans l'espace public, dans l'espace de la télévision, de la communication, etc.